Tu crois que rouler en Mongolie c'est l'aventure ultime? Ouais. Mais l'aventure c'est surtout d'essayer de sortir ta moto du sable, de glisser dans la boue et de la relever encore et encore. Bienvenue dans le plus grand terrain de jeu et de gamelle du monde. Salut, on se retrouve, on est toujours en Mongolie, on est dans un petit bled paumé, je sais pas le nom. Et on va prendre la route toujours direction Chogène. Direction Oulan-Bator. Normalement on devrait mettre une semaine pour y arriver, on va faire plein de petites étapes sur la route. En tout cas voilà, je voulais te partager la petite ville dans laquelle on est parce que c'est assez marrant. Ce qui est compliqué dans ce pays, c'est les commerces. Commerces, restaurants, je vais te montrer. Les enseignes, bon bah déjà elles sont écrites dans la langue, une langue qui ressemble plus à du russe qu'autre chose. Alors des fois c'est écrit market, bon là tu reconnais. Et surtout en fait ce qui est ultra perturbant, c'est que c'est des petites maisons. T'as l'impression que tu vas rentrer chez quelqu'un. C'est pas genre une enseigne, une devanture avec une vitrine, c'est des petites maisons. Donc t'es toujours un peu en galère en PLS, tu sais pas ce qu'il y a dans la maison. C'est vrai qu'ici t'as toujours l'impression d'entrer chez quelqu'un. Parfois, sous le même toit, deux enseignes cohabitent. À droite, un petit supermarché pour faire le plein de provisions et préparer le pique-nique. Et à gauche, un karaoké. La première fois, ça déroute. Après, tu t'y fais et ça te fait sourire. Regarde cette maison, le resto où on s'est arrêté ce midi. Sans les photos sur la pancarte, tu passes devant sans t'apercevoir que tu peux manger. Viens, on va visiter. Dedans, tout est pensé pour être simple, pratique. La première pièce, c'est la salle du resto. Quelques tables en bois, une télé posée dans un coin et un lavabo pour te laver les mains. Et derrière, la cuisine. Ça sent l'huile et une odeur de cuisson qui flotte dans toute la pièce. T'as pas l'impression d'être dans un commerce. T'as l'impression d'être invité chez quelqu'un. Et au fond, c'est peut-être ça qui rend le truc chaleureux. Ici, pas de carte. On t'amène ce qu'il y a à manger. Des momos au mouton et cette espèce de beignet frit farci au mouton aussi. Un peu trop viande pour moi, mais c'est bon. Allez, on reprend la route. On va essayer d'aller à la prochaine ville qui a 200 bornes. Et on va voir ce qu'on décide. Je sais pas si ce soir on campe ou pas parce que il y a la météo, puis Mathilde elle est pas en très grande forme. Donc ah, c'est parti du voyage, hein. Faut pas se mettre la pression. En tout cas voilà, c'est ça le petit village là, t'as vu, ça ressemble à... Il n'y a pas d'immeuble hein. Village dit village, c'est quand même une bonne ville sur la route là hein. Ça faisait 150 bornes qu'on n'avait rien vu. Et là t'es reparti, regarde devant. Le saut dans le vide. Pouah, l'immensité quoi. N'empêche, quand t'as cette maison là, que t'es le dernier, t'as un grand terrain. Allez, go. Le soir, après avoir pris la pluie et le vent toute la journée, on est lessivé, mais content d'arriver à Altaï. Il est déjà 20h passées et on ne sait toujours pas où on va dormir. Où y a-t-il un hôtel? Petit hôtel. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'hôtels. Il y en avait un dernier là-bas, mais... Derrière celui où tu disais il y a un hôtel, derrière il y en avait un peu plus grand. Ben, on va voir, et puis sinon on voit. Hein. Après on peut camper hein, si vraiment... Non.
Je t'avoue que j'ai balancé ça comme ça, mais non, moi-même je suis pas convaincu. Une bonne douche chaude, ça me fera du bien. On va essayer de retourner à celui qu'on a vu là. Altaïa Hotel. Il y en avait un par là. Ça là. Franchement, il n'y a pas grand chose. Et après une demi-heure à errer dans la ville et 2 refus d'hôteliers déjà complets, on finit par tomber sur ce grand immeuble vert. Altaïa Hotel. Un bloc de béton tout droit sorti d'un vieux décor soviétique. Façade turquoise, peinture délavée par les années, mais à ce moment-là, ça nous semble être le paradis. Il a l'air charmant. Bien sûr que c'est charmant. Allez, je gare les motos et je vais te montrer la chambre. Et voilà, pour 22 balles, on a une chambre tout confort. Ça va nous permettre d'aller aux toilettes, de prendre une douche. Et ça, c'est déjà pas mal. Et j'espère que dès demain, on se remet à faire du camping parce que la Mongolie, pour ça, elle y est très propice. Les emplacements de camping, tu vas où tu veux. Les paysages sont magnifiques. Et puis surtout, ça me permet de cuisiner mes pâtes au thon et puis de faire des petits feux. Et ça me rend heureux. Il manquerait plus que je fasse une cabane dans les arbres. Et alors là, c'est le pied. Manque de bol, il n'y a pas d'arbre. Hugo, t'es fatigué. Faut que t'ailles te coucher. Ce matin, il pleut en Mongolie. Alors, avec Mathilde, avant de reprendre la route, on s'est offert un petit boost avec une activité qu'on adore. Parce que oui, même si c'est galère de reconnaître les commerces à leur devanture, il y a un domaine où on est imbattable. Dénicher des coffee shops. Galéré à trouver, puis on a marché sous la pluie, bah il fait du bien, il fait vraiment du bien. Pas un café, c'est un cappuccino. Il réchauffe la langue, le cœur et l'esprit. C'est un jour férié, c'est la fête nationale, d'ailleurs on va essayer d'aller vous montrer, c'est les jeux, ça s'appelle comment ? C'est la fête Nadam. C'est la fête Nadam, donc en fait c'est la fête nationale, donc il y a des combats, de la lutte, il y a des courses de chevaux, des tirs à l'arc, donc on va essayer d'aller voir ça sous la pluie. Mais pour l'instant je suis au Happiness Coffee et il me rend vraiment heureux. Je suis à la ramasse moi, j'avais complètement oublié qu'aujourd'hui c'est la fête nationale ici. Alors ni une ni deux, on rentre à l'hôtel, on charge les motos et zou, direction les jeux. Bye. On prend la route, on va essayer d'aller voir là dans la ville là. C'est la fête nationale, donc les jeux. Normalement on nous a indiqué où c'était. Et on va voir ça. En réalité c'est un peu compliqué pour nous de trouver où se situent les jeux car tout n'est pas au même endroit et pour rien arranger on ne connaît pas les horaires des différentes activités. Tant pis, on nous a dit de tenter notre chance au stade de la ville. On va voir ça. On est au stade de la ville d'Altaï. Et en gros, je pense que les festivités elles ont lieu dans le stade. On doit aller voir s'il se passe des choses en journée. C'est pas trop sûr. C'est une ambiance un peu petite foraine en fait. Oh, c'est trop bien, il y a des gens qui font de la lutte. Oh, trop bien. Ah oui, tu t'assois là, ok. Donc en fait là c'est la lutte mongole. Donc ils ont des petits slips moulants, des petits hauts qui couvrent que les bras et le dos moulant, c'est assez particulier. Et en fait il y a un peu comme des arbitres là qui sont avec des tenues traditionnelles j'imagine de lutte mongole là. Donc en fait c'est un peu comme des grands peignoirs, je sais pas comment ça s'appelle. Et ils sont aux couleurs du pays, c'est vrai, c'est bleu foncé, rouge foncé là. Donc j'imagine que ça doit être lié. Après ils ont une espèce de petit chapeau pointu avec un espèce de ruban à l'arrière, c'est assez marrant. Merci Mathilde pour ce super reportage vestimentaire. J'avoue que devant nous il y a des lutteurs. On essaye de comprendre les règles mais franchement on est un peu largué. Ils sont en équipe, c'est individuel, on ne sait pas trop. Il y a bien des arbitres au milieu mais comment on marque des points ? Aucune idée. Ce qui est sûr c'est que tout est codifié. La tenue, les gestes, la façon dont ils se saluent. Tu sens que c'est pas juste un sport, c'est culturel, presque rituel. On regarde ça de loin, un peu paumé mais fasciné. Au fond, c'est pas grave de pas tout comprendre. Ce qui compte, c'est d'être là, de vivre ce moment unique plein d'énergie et de vie.
D'ailleurs, en parlant de vie autour du stade, ça bouge pas mal. C'est ambiance fête foraine, avec des jeux comme les fléchettes et plein de gens habillés en tenue traditionnelle pour l'occasion. What's your name? Daughter. Daughter? Sister? Erimshi? Brother, sister? This is your sister? Nice to meet you. On reprend la moto parce qu'on nous a dit de suivre la route qui quitte la ville à l'est pour assister aux courses de chevaux. Moi, naïf comme je suis, je me suis dit, rien de plus simple. Après le stade, il suffit de se rendre à l'hippodrome. Sauf qu'en arrivant, rien. Hormis un parking avec plein de voitures, quelques chevaux qui broutent tranquilles et un écran géant qui diffuse ce qui ressemble à une course en direct, pas le moindre signe de cavalier. Les seuls cavaliers que je vois, c'est ceux qui grimpent sur ma moto pour prendre des photos. Je comprends pas ce que tout le monde fout là. Ils regardent quoi tous? C'est la retransmission de la course qui a lieu à l'hippodrome d'Oulan-Bator? Ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce qu'une jeune Mongole vienne vers nous. Elle est d'Oulan-Bator, parle bien anglais et porte une tenue traditionnelle rose qui détonne dans la foule. Et c'est elle qui nous explique enfin pourquoi tout le monde est là. On expliquait le principe de la course parce que c'est vrai qu'on ne comprenait pas trop avec Mathilde. En fait, c'est un hippodrome géant. Bon, un hippodrome géant. Tu sais, chez nous, les courses de chevaux, tu t'attends à ce qu'ils fassent le tour du stade. En fait, non, ici, ils partent 20 km dans la nature. Ils courent, c'est pour ça que c'est retransmis sur l'écran géant et qu'on ne comprenait pas trop. Et la ligne d'arrivée, c'est là où il y a le gradin bleu en fait, et les gens ils attendent là dans leur voiture la ligne d'arrivée, sur la ligne d'arrivée, et les mecs sont partis courir pendant 20 bornes, c'est dingue, et donc c'est retransmis sur l'écran géant. Du coup on fait comme tout le monde, on patiente, les yeux plissés à scruter l'horizon, et d'un coup c'est pas un cavalier ou deux qui débarquent, non, c'est tout un cortège de chevaux lancés au galop, encadrés par des voitures. Et devine quoi, ce sont des gamins de 6 ans qui chevauchent ces montures perdues au milieu de la steppe. Bon bah voilà, moi je reprends mon cheval mécanique et on reprend la route. Putain, c'était cool, hein, c'était cool. Pouah, t'as vu, il y a du monde, hein. Là c'est un peu le sbeul. En plus comme c'est un pays, je voudrais pas critiquer, mais il y en a 2-3, tu vois que hein, c'est un pays où on aime bien la bibine et après on peut conduire. C'est pas très rassurant, hein. Déjà sur le parking, il y en a, ils font un peu peur. C'était cool. On va tirer un peu au nord, direction le nord. Et on vise toujours Oulan-Bator, la capitale, mais on devrait mettre 4-5 jours, je pense, pour l'atteindre. Et ben voilà, hein. Tu vas remettre les chevaux dans les charrettes, là, dans les camions. C'est comme ça qu'ils les transportent. C'est vrai que le seul truc où on s'est fait un peu niquer, c'est qu'en fait, c'est la fête nationale, mais elle commence pas le même jour dans toutes les villes. Et par exemple, nous, on pensait que ça commençait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça commence à Oulan-Bator, la capitale. Mais non, ici, ça a commencé hier. C'est pour ça que là, c'était les enfants, les adultes, c'était hier. Mais bon, très content. Bon, il n'y a que le tir à l'arc qu'on n'aura pas pu voir, mais pas grave, on peut pas tout faire. Peine le temps de me remettre d'une Adam qu'il faut déjà changer de route. Cette bifurcation, on ne le sait pas encore, mais ça va être une claque immense. Une bonne claque. Une de celles qui laissent des traces. C'est pour ça que j'ai eu envie de te partager ce moment tel quel. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les... Qu'est-ce qu'elle nous fait? Je me dis, mais oui, j'avais oublié, c'est ça la route vers la ville où on va. Ben oui, il n'y a plus de route. Ah mais moi je pense que là, au centre du pays, là où tu nous emmènes, c'est que ça. Hein. Mais c'est pas grave. Vas-y, go! Là, on réalise qu'on va plonger pour de vrai dans la Mongolie. Mais à cet instant précis, tu vois juste 2 motards, loin de chez eux, plein de doutes et peu sûrs de leur itinéraire. Bah, on y va! C'est la route, hein, cocotte! Bah ouais, la route, c'est sans goudron. Mais c'est la route! Bah voilà, on est parti, direction plein nord, au milieu de la Mongolie. C'est ça ici. La route, c'est y a pas de route.
On sait où on veut aller, le lac Telmen, 350 km plus au nord. Ça paraît clair, simple, presque logique. Sauf qu'ici, la logique s'arrête en même temps que le bitume. Le GPS, lui, continue d'inventer une route. Mais devant nous, il n'y a plus qu'une piste, vague, cabossée, qui file droit vers l'inconnu. Et d'un coup, on comprend que ces 350 km, on ne les avalera pas en une journée. Que ça va demander autre chose que des heures de sel. Un vrai basculement, accepter de ralentir, de se perdre, de naviguer avec la boussole. On ne le sait pas encore, mais ce pays va nous retourner, dans le meilleur sens évidemment. Il va gratter nos certitudes, bousculer nos repères et laisser... Il y a l'air d'y avoir un petit carton. Je sais pas où elle se lance Mathilde, mais elle se lance. Wow, 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 wow. Elle se lance au mauvais endroit. Je sais pas pourquoi elle est là. Là, j'avoue que j'ai un petit moment de doute. On n'a même pas fait 5 km depuis la route principale et avec la pluie des derniers jours, la piste ne fait que se dégrader. Cette chute, ça me fait vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui nous attend derrière la prochaine colline? Est-ce qu'on s'est pas lancé dans un truc qui pourrait tourner au cauchemar? Bon, sortons la moto, on réfléchira après. Mets-toi là. Malgré tous nos efforts, la moto elle bouge pas d'1 centimètre. Alors je mets pied à terre pour accélérer et pousser en même temps. Devant nos difficultés à sortir la moto chargée de la boue, un autre naufragé de la route viendra nous prêter main forte. Et ouais, dans ce pays rude, la solidarité est de rigueur. Ah ouais. Wait. Recule là, Mathilde. Merci. You're from my friend. From France. Huh? France. France. À peine le temps de reprendre notre souffle, de débriefer et de se remonter le moral qu'il faut déjà repartir avant que le ciel nous tombe sur la tête. C'est bon, ça va le faire? Ouais. Tu t'es pas fait mal? Tu t'es pas fait peur? Non, ça va. Mais je pense que je suis partie trop sereine en fait. Trop sereine et trop mauvaise trajectoire. Viens, on va éviter la pluie. On va sortir du nuage. On dit souvent la moto c'est la liberté. J'ai jamais trop aimé cette expression parce que soyons honnêtes, la moto c'est aussi des emmerdes. C'est l'inconfort, le froid, la pluie qui s'infiltre partout. Parfois c'est plus de la galère que du plaisir. Mais là, à cet instant précis au milieu de la steppe mongole avec le soleil qui se dévoile, je vais complètement changer d'avis. Plus on s'enfonce dans la steppe et plus la moto devient synonyme de liberté. For all the history of the human race, we've been trying to figure out communication. From beating on a drum to painting up in a cave. Then the language came and we got these letters. Centuries tried to use them better, but now it's easy to overcomplicate.
26 letters in the alphabet, but when I look at you, I place my bet there. I could tell you all I need with just these three. Yeah, I want to be with you, for all my life. Ce moment, il paraît irréel, le kiff absolu. J'ai rarement ressenti ça. Tu regardes autour de toi, l'horizon est ouvert, infini. Tu peux décider de tout. Monter une colline, vas-y. Descendre dans la vallée d'à côté, tu peux. T'éloigner de la piste, tracer ta propre ligne dans l'herbe rase, rien ne t'arrête. Pas de clôture, pas de barrière. Juste le vent dans le casque et cette impression que la terre entière t'appartient. La steppe s'ouvre, elle t'invite et toi tu avances grisé par cette sensation immense. So take these simple words from my heart to yours. Yeah, I want to be with you. Mais cette liberté, elle vient pas seule. Elle traîne avec elle une angoisse sourde, bien réelle. Parce qu'ici, t'es loin de tout. Derrière toi, rien. Devant toi, l'inconnu. Pas de panneau, pas de repère, juste l'immensité. Et si j'ai une panne, si je me casse un truc, qui va venir ? C'est pas une peur qu'on connaît en Europe, c'est plus profond. C'est le vertige du vide, le poids de l'immensité. Le rappel que t'es qu'un tout petit point perdu au milieu d'un océan d'herbe. Et c'est peut-être ça au fond qui rend l'expérience unique. Cette fragilité, ce mélange d'euphorie et d'angoisse. Tu te sens isolé, vulnérable, mais paradoxalement jamais autant vivant. Tout ce qui compte, c'est ton souffle et la moto qui trace sa route dans l'infini. Yeah, I want to be with you, for all my life. Yeah, I want to be with you, till the day I die. On enquille un bon petit 60 là, au milieu de nulle part. Il y a quand même de la borne à faire. Encore 120 je crois. Aïe 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 aïe. 2 heures à ce rythme là et on roule pas toujours à ce rythme là. Je pense qu'on est plutôt autour de 40 généralement. On fait un bon 40 quand même. Parce que là, t'as pas envie non plus de te foutre au tas, de te casser une clavicule. Il n'y a personne pour t'aider. Regarde-moi ça. Il n'y a personne. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas grand monde pour t'aider en cas de pépin. Alors forcément, quand on a vu un poids lourd planté dans un banc de sable, on s'est tout de suite dit qu'on allait y passer aussi. J'avoue, on s'est bien fait surprendre sur ce coup-là. Personne ne s'est blessé, mais en relevant les motos, on a quand même pris un bon coup de chaud. On a réalisé que nos bouteilles d'eau avaient explosé dans la chute. Ça paraît anodin, mais ici se ravitailler c'est loin d'être simple. Et en moto, non seulement tu consommes pas mal d'eau, mais en plus t'es limité dans ta capacité d'emport. C'est qu'en fait elle s'est ouverte. Ça va. Ça transverse quand même, non? Non, non, non. Tu crois que c'est pas percé? Non, c'est pas percé. Ok. C'est que le bouchon il a sauté. Ici l'eau ce n'est pas juste important, c'est vital. Quand tu roules loin de tout comme ça, chaque goutte compte. Eh ben c'est pas mal. Ouh. Moi je suis chaud, on se fout là au milieu. C'est bien.
Parce que là-bas, il y a des yourtes. On fait ça? Allez, on a choisi l'emplacement de camping. Ça sera ici. On va essayer de profiter au max du soleil. On va se mettre là. Même de l'autre côté, là. Très bien. Ici. C'est bien là? Wow. Ça va? Allez, on s'arrête là, c'est bien? Journée de dingue, hein. Franchement, je souhaite à tous les motards de vivre un truc comme ça. Moi, j'ai kiffé. Je crois que le terme il est même pas assez fort tellement j'ai adoré ces 140 bornes. On n'a pas réussi à faire les 180, donc on va dormir là, au milieu de cette vallée, on profiter du coucher de soleil. Et moi, je suis refait. Bah ça va, mais je suis partie un peu confiante les 10 premiers bornes et bah je me suis vautrée. Dans la boue là-bas. Puis alors là, vu où on est là, je pense que je peux pas laver mes trucs avant 4-5 jours. C'est l'enfer. C'est pas grave. C'était incroyable. Ouais, mais en fait, genre moi-même j'étais là, genre putain, je regardais les paysages en mode putain, faut que je m'en souvienne absolument, tout est trop beau et tout. En même temps, j'étais là, ouais, ça se trouve, j'arrive peut-être pas à tout réaliser quoi. Tellement, genre, c'est impressionnant quoi. Ce soir, on est bien fatigué. Il est déjà 21 h, le soleil décline vite. Et pendant que Mathilde s'attaque au montage de notre magnifique yourte Décathlon, moi j'essaye de m'occuper du feu. Enfin, j'essaye. Le seul bois que je trouve est au bord de la rivière et il est super humide. Moi qui suis à l'humeur de barbecue de père en fils depuis 20 générations, ce soir-là j'ai subi une cuisante défaite gravée à jamais dans mon ego d'homme de Cro-Magnon. J'exagère un peu, mais heureusement qu'on n'attendait pas après moi pour cuire les pâtes, parce que mon feu, lui, n'a jamais vraiment vu le jour. Hop, nouvelle tâche. Parce qu'il y a des gens incompétents qu'il faut remplacer à la dernière minute. Pas réussi à faire du feu, mais un petit repas de pâte au thon, ça me console. J'ai pas cuisiné non plus parce que j'ai perdu tout mon temps à essayer d'allumer un feu. J'ai même trempé les branches dans le réservoir d'essence, ça n'a pas démarré. Le lendemain matin, on partage le petit-déj avec nos nouveaux voisins, fraîchement débarqués pendant la nuit. Allez, on se remet en route. Eh ben, c'était cool cette petite vallée là. Hein. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé avec les animaux. Et là, on va reprendre la route. Je sais pas combien il y a de bornes à faire. Déjà, faut qu'on finisse le trajet d'hier. Je crois 40 bornes de retard. Et après, on verra. Puis pour bien se mettre dedans, on va commencer par un petit passage à gué. Aïe. C'est bon ça. Permettre d'humidifier les bottes. C'est bon, regarde, je vais te montrer ça qui est dingue. Au milieu de nulle part, il y a des panneaux, il y a des indications. 48 km la ville là-bas. Donc c'est une route. Route mongole. Cette route, elle change quand même de visage. Elle est bien moins roulante que la veille, plus capricieuse, plus technique. Elle serpente au milieu de la plaine, parfois douce, parfois cabossée, mais toujours imprévisible. Certains passages sont carrément impraticables, nous obligeant à faire demi-tour et à chercher une autre voie, comme si la trace était en évolution permanente. Le décor lui surprend aussi, beaucoup plus vert qu'hier. Pas une herbe uniforme qui grimpe jusqu'au sommet, mais plutôt d'étouffée par serrés par endroits, clairsemés ailleurs. Puis il y a ces buissons, épais, plantés comme au hasard, qui donnent aux collines un relief vivant, presque animal. Avec un tel décor, il ne manque plus qu'un rugissement de dinosaures au loin, et je pourrais vraiment croire que je roule sur l'île de Jurassic Park.
C'est des belles bêtes, hein. Mastoc le bestiau, hein. Mastoc, avec ces cornes là. Ce qui étonne aussi sur cette portion, c'est qu'en se rapprochant peu à peu de la ville, on croise davantage de véhicules. Pas seulement des 4x4 robustes comme on pourrait l'imaginer, mais bien tout type de véhicules. Comme si la route testait moins la machine que la volonté de celui qui la conduit. Un petit Prius là. Bonne voiture, hein. Prius hybride, hein, électrique et tout, hein. Ils sont modernes, hein, les Mongols, hein. Petit dépassement d'un bus en Mongolie. Oh Mathilde, fallait gazer, passer à gauche. Allez, voilà. Ah, je te jure, c'est des fous. On pense quoi de la route? Elle est propre quand même. Elle est propre mais elle est technique, hein. Enfin propre ça dépend parce que genre rien que les 15 premières bornes pour atteindre le village qui était pas si loin, en fait finalement on a dormi pas très loin du village, hein. On a mis au moins 3 quarts d'heure entre le passage à quai, les merdes, les trous dans la route. On a croisé d'autres voitures. Le bus là qui arrive là. Après cette pause, on se remet en selle. On finit l'ascension en franchissant un col à 2500 mètres d'altitude. Puis, en redescendant, le décor s'ouvre. Et là, au loin, niché entre les montagnes, on aperçoit pour la première fois depuis des centaines de kilomètres une ville. Une vraie, avec ses toits, ses routes et sa promesse d'agitation et de vie. Waouh, bah voilà, on arrive. 199,8 km. Et on arrive dans cette ville là. Oh putain, qui a l'air d'être une vraie ville, hein, avec des immeubles et tout, c'est dingue. 199 km au milieu de nulle part. Pour voir quoi? Je sais pas. Voir une ville. Non, la passion de la route, c'est pour la passion de la route. Trop fort. On retrouve le bitume. Incroyable. Ville qui a l'air d'une vraie ville, hein, avec des immeubles et tout, hein. Incroyable. Putain. Et on va trouver un petit resto pour bouffer. Max Compact. Les mecs ils devaient être en autonomie, hein, avant. Incroyable. Putain, t'as presque l'impression que c'est d'arriver sur une autre planète, quoi. Un bout de civilisation au milieu de... C'est fou. Ah, ces vieilles usines. C'est presque... Bah non, je trouve ça joli, moi. Elles ont un charme, hein. Ces ponts, ces énormes ponts tout rouillés. Même si on dirait qu'on a atteint notre objectif, en vrai, on est surtout euphorique de revoir la civilisation. Ici, on ne fait que passer. D'abord pour remplir les réservoirs avec la pompiste qui, sourire timide, nous regarde comme si on débarquait d'un autre monde. Une fois le plein terminé, on repart en ville, en tournant dans 2-3 rues poussiéreuses à la recherche d'un endroit où manger. Et on finira par atterrir ici, dans ce petit resto. En entrant, ce qui frappe, c'est pas l'absence de menu, ni la déco plutôt sobre. Non, ce qui fascine, c'est ce logo planté au-dessus du comptoir, comme un clin d'œil à notre arrivée en ville. Au menu, c'est simple, du riz et du mouton. On finit notre petite pause ravitaillement dans cette ville et on va reprendre la route. On va reprendre la route parce que on veut aller camper près d'un lac qui est à 120 km au plus au nord. Et voilà, Mathilde est partie faire des courses parce que ce soir on campe, donc il nous faut de l'eau, il nous faut à manger. Petite pause ravitaillement au milieu de la civilisation. Après cette pause ravitaillement, les motos sont pleines, le corps et l'esprit rassasiés. On finit de charger les brels puis on s'élance de nouveau sur les pistes avec en tête une seule chose, atteindre enfin le lac Telmen. C'est donc avec entrain qu'on trace notre chemin, happé par l'attente de le voir surgir au loin.
À ce moment-là, Mathilde s'est laissée happer par l'émotion. Alors quand je l'ai vue foncer avec détermination sur la plage pour chercher un coin où camper, moi j'ai préféré temporiser. Attendre un peu, voir quel emplacement elle allait choisir avant de m'engager. Parce qu'en plus, elle maîtrise un concept que j'ai pas bien assimilé, celui d'utiliser les crash bars comme une béquille pour poser la moto. Bon bah voilà, on est arrivé au bord du lac, c'est cool, on est en train de monter le campement. Mathilde la tente, moi ça sera la bouffe comme d'hab et le feu. Et on a des nouveaux voisins très pressés d'aller prendre leur bain et s'hydrater. Tiens, je te montre. Hier soir, j'ai pas pu faire mumuse avec mon feu de bois. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands. Je me suis construit une cuisine entièrement sur mesure, adaptée à mon besoin, directement taillée dans la masse. Stylé ma cuisine avec le petit parvent pour le réchaud, la table en pierre massif et mes petits sièges et mon petit feu. Tu parles comme un vieux, mon petit machin. Mais tu confonds. Je suis pas un vieux, je suis un génie créatif inspiré de l'homme de Cro-Magnon. Voilà ce que je suis. T'as de la coupe de cheveux. Ouais, coupe de cheveux. Bah y avait pas de quoi faire à cette époque, donc voilà. Hein. Il laissait pousser, tu vois. Il laissait pousser et il faisait des cuisines en pierre. Pas belle la vie. En vrai, elle est pas trop stylée ma cuisine. À vous. Allez, une petite douche, changement de tenue et place au cuistot. C'est motard Masterchef. Même si j'ai les cheveux longs, je reste un homme, incapable de faire deux choses à la fois. Du coup, ce soir, c'est Mathilde qui allume le feu. Bon, on notera que je sais aussi faire des feux et qu'il n'y a pas que Hugo, d'accord? C'était pas simple d'arriver jusqu'ici, mais bordel, ça en valait la peine. Trop bien, ça change un peu, il y a un peu de curry là pour aromatiser les légumes et le thon et les pâtes. La dernière fois que j'ai nettoyé mes sacoches, c'était à Haut-Compied, je t'ai dit ah bah la prochaine fois ça sera au Lambator, tu vois, un truc un peu bien quoi. Ouais. Je pense que l'état de terre c'est pour faire un peu la route, mais putain quel bordel. Je vais te dire un truc, faut qu'on se calme. J'ai trop de contenu là, j'ai trop de contenu.